Bienvenue sur l'internet pour ce nouvel opus de les meilleurs épisodes des séries. Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est un peu la Simpson de la série, cette série. Allez, trêve de plaisanterie. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler d'une série qui a bercé mon enfance, Stargate SG1. En tout cas, je regrette beaucoup, mais il se trouve que c'est ce que je pense. Qu'en dites-vous ? Mais avant de faire notre fameux focus sur la série, revenons aux sources pour mieux comprendre et être plus précis. Stargate, c'est d'abord un film réalisé par Roland Emmerich, sorti en 1994. Quand je dis Roland Emmerich, je suis sûr que 30% d'entre vous ont une douce envie de vomir, que 60% d'entre vous se demandent mais c'est qui ce petit bonhomme, et que les 10% qui restent l'adorent un peu honteusement. Je vous avoue être partagé entre ces 30% et ces 10%. Mais je suis sûr que 100% d'entre vous ont vu au moins un de ces films. En effet, Roland Emmerich, c'est le réalisateur du Godzilla de 98, de 10 000, de Le Jour d'après, mais surtout de deux énormissimes succès, Independence Day et de 2012. Mais Stargate, la porte des étoiles, ça raconte quoi? Eh bien, dans les années 20, des archéologues trouvent en Égypte un étrange anneau. Il faut attendre les années 90 pour que l'armée américaine appelle Daniel Jackson pour découvrir enfin ce qu'est cet anneau. Cet anneau, c'est donc la porte des étoiles, aussi appelée Stargate. C'est donc une porte qui mène à un autre monde, une autre planète, Abydos. L'armée américaine créait donc une équipe d'exploration menée par Jack O'Neill, interprété par Kurt Russell. Alors que Daniel pense que c'est la plus incroyable mission d'exploration, le colonel O'Neill, lui, a une toute autre mission. Il doit déterminer si Abydos est une menace ou pas pour la Terre. Et si c'est le cas, il doit faire tout sauter. Ça, c'est pour l'histoire du film. Personnellement, je l'aime beaucoup. J'adore l'intelligence autour du film. Comment faire de la science-fiction avec peu de moyens. Faire des effets spéciaux très simples. Mais comment on est passé d'un film à une série ? Tout simplement, après le succès du film, la MGM rachète les droits avec comme projet cette série, qui est une suite au film, mais avec de nombreux changements. Le principal de ces changements est le remplacement des deux acteurs principaux. Le colonel O'Neill est désormais interprété par Richard Dean Anderson, anciennement MacGyver. De plus, Richard Dean Anderson a accepté le rôle avec comme condition une modification majeure. Il faut qu'O'Neill soit plus drôle. Autre changement, Daniel Jackson, anciennement interprété par James Todd Spader, est remplacé par Michelle Sanks. Stargate SG1 est donc la suite du film. Un an après les événements de Stargate, la porte s'ouvre à nouveau et des Goa'uld kidnappent une militaire. C'est pourquoi O'Neill est rappelé par le SGC, la base militaire qui détient la porte des étoiles, afin de retourner sur Abydos pour découvrir quelle est cette nouvelle menace. Mais lui, Daniel et le major Samantha Carter découvrent que la porte des étoiles n'ouvre pas que sur Abydos, mais sur des centaines, voire des milliers de planètes. Le SGC décide de créer des équipes d'exploration afin d'explorer ces planètes. La série Stargate SG1 suit donc les aventures de l'équipe SG1, l'équipe la plus importante qui prend les missions les plus risquées. SG1 est donc dirigé par Jack O'Neill, avec la scientifique le major Samantha Carter. L'équipe est aussi composée de deux civils, bien évidemment Daniel Jackson, mais il y a aussi le Jaffa Teal'c. Les Jaffa, ce sont les extraterrestres qui servent les Goa'uld, les grands méchants de l'histoire. Maintenant qu'on a le contexte de la série, penchons-nous sur l'épisode qui nous intéresse. Nous sommes au cœur de la saison 4, l'épisode 6 pour être précis, l'épisode L'histoire sans fin. Et aujourd'hui, sur l'internet, je vais résumer l'épisode en une phrase. Alors que l'équipe SG1 est sur la planète P4X639, une machine se met en marche. O'Neill et Teal'c se réveillent 10 heures avant au SGC. Ils se retrouvent ainsi coincés dans une boucle temporelle. Ça sera tout pour le résumé. J'aimerais commencer, et là, je vais vous surprendre par le début de l'épisode. Vous l'avez compris, je pense, avec le premier opus de les meilleurs épisodes des séries, que le but n'est pas que de décortiquer un épisode d'une série, mais c'est aussi de vous parler d'une série que j'aime, que j'apprécie, avec ses défauts et ses qualités. Car oui, aucune œuvre n'est parfaite. Et si, je vous l'assure, toute œuvre a ses défauts. Même toi, La La Land. Donc Stargate, au même titre que les Simpsons par exemple, est une série dite épisodique. C'est-à-dire que les épisodes ne sont pas rattachés les uns aux autres. Vous pouvez lancer un épisode au pif et hop, tout comprendre. J'avoue faire un très gros raccourci car il y a une réelle évolution tout au long de la série. Il y a des intrigues qui s'ouvrent, d'autres qui se ferment. C'est en réalité plus proche d'une série semi-feuilletonnante. C'est donc une série où les épisodes sont autonomes, mais les personnages évoluent et des intrigues sont développées à long terme. C'est alors mieux de regarder dans l'ordre afin de tout comprendre. Pour le coup, cet épisode, bon, à part quelques petites références aux anciens, on peut le comprendre sans connaître la série.
Et c'est en partie pour cela que j'ai choisi. Dès le départ, les personnages sont introduits par ce qui fait la force même de Stargate. En effet, l'épisode s'ouvre sur une autre planète et le major Samantha Carter et le colonel O'Neill parlent ensemble. C'est normal que ça fasse ça? C'est une émission de masse coronale, une sorte de tache solaire géante. Mais c'est sans danger, non? C'est ce que cet équipement est censé découvrir. À part une perturbation importante du champ magnétique, ça peut provoquer une aggravation significative des radiations à la surface de cette planète. Mais c'est sans danger, non? Tant qu'on ne reste pas ici trop longtemps, oui mon colonel. Cette discussion, on dirait pas comme ça, mais c'est Stargate. Et c'est un procédé qui est repris dans plein d'œuvres de science-fiction. L'idée, c'est que Jack est le militaire et Samantha la scientifique. Avec ce procédé, on a une dose de crédibilité scientifique, de science-fiction, mais aussi une réelle dose d'humour. En effet, Jack pose une question simple à Samantha, et elle répond par un charabia scientifique. Jack, lui, ne comprend rien et fait donc une petite blague. C'est alors que Samantha répond simplement. Cela permet à nous, spectateurs, de s'identifier à Jack, le personnage principal. Car comme lui, on ne bite pas un mot à ce que dit Samantha. Pourtant, ce charabia incompréhensible rend la situation rationnelle, logique, voire scientifique, alors qu'en réalité, c'est sûrement impossible. Samantha est donc la clé qui permet de rendre les situations vraisemblables dans cet univers. Car oui, la fiction ne doit pas être impérativement réaliste, mais elle doit être vraisemblable à l'univers qu'elle crée. Ce procédé nous permet donc d'accepter la situation. De plus, la petite blague de Jack nous fait aussi bien rire. Mais c'est aussi un procédé afin de détourner l'attention. En mode, les explications scientifiques, c'est bien, mais c'est pas l'important de tenir. Et vous pouvez être sûr que vous retrouverez cette discussion dans n'importe quel épisode de Stargate. J'ai peut-être une solution pour sortir d'ici. Ces créatures sont repoussées par le champ électrique tout autour du bâtiment. Ce qu'il faudrait, c'est créer un champ plus grand pour pouvoir les éloigner de toute la zone. Ouais. La porte des étoiles. C'est un conducteur énorme. Je suis sûre qu'une fois activé, le champ qu'elle générera sera amplement suffisant. Ce qui veut dire que quelqu'un doit sortir pour la connecter. N'importe qui sera tué avant d'atteindre la porte des étoiles. Pas forcément. Le corps humain a son propre champ électrique. Rappelez-vous ce qui s'est passé quand le professeur Hamilton a été touché par le ZAD de Teal'c. Les créatures se sont tout de suite éloignées de lui parce que le champ électrique de son corps a subi un changement temporaire. Ça durera combien de temps? Je n'en sais rien. En quelques lignes de dialogue, nous avons donc déjà une caractérisation de deux personnages, certes grossières. J'aimerais ajouter qu'il y a aussi une cassure entre militarisme représenté par O'Neill et scientifique représenté par Carter. Cette idée d'opposition est présente à l'origine même du projet Stargate, même dans le tout premier épisode. Où est le capitaine Carter? Dans l'ascenseur, mon général. Qui est-ce? Le capitaine Carter fera partie de votre équipe. J'aurais préféré pouvoir choisir mes hommes, mon général. Sam Carter vous sera indispensable. Bon, et d'où il vient, ce capitaine? Elle vient du Pentagone. Vous devez être le colonel O'Neill. Colonel? À vos ordres. Alors, pour ceux qui feront leur premier voyage par la porte des étoiles, ça ne ressemble à rien de ce que vous pouvez imaginer. Je connais pratiquement par cœur votre rapport sur la première mission, mon colonel. J'ai envie de dire que je me suis préparé toute ma vie à ce voyage. Le colonel dit juste qu'il faut être costaud. Vous avez déjà fait une simulation de bombardement à bord d'un F-16 à plus de 8G? Oui. Traverser ce machin, c'est comme être plongé dans une tempête de neige au pôle Nord. On ressort complètement glacé. C'est un effet de la compression de vos molécules lors des quelques millisecondes qu'il leur faut pour se réassembler. Et c'est reparti, encore une scientifique. Non, écoutez, mon général, Le terme exact est astrophysicienne. je sais même pas ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'elle est bien plus maligne que vous. Elle comprend comment la porte des étoiles fonctionne. Ne croyez pas que ce qui me gêne là-dedans, c'est que vous soyez une femme, capitaine. J'ai rien contre les femmes. C'est les scientifiques qui me tapent sur les nerfs. Pendant la guerre du Golfe, j'ai effectué une centaine d'heures de vol dans l'espace aérien ennemi. Alors, est-ce que je suis assez costaud pour vous, ou est-ce qu'il faut qu'on fasse un bras de fer? Cette opposition n'est qu'une surface à la série. Les rapports entre ces deux personnages sont bien entendu plus complexes. Lors de cette introduction d'épisode, un troisième personnage est caractérisé. C'est Daniel Jackson, archéologue. Il est prêt à tout pour déchiffrer les ruines antiques présentes sur Pécatrix 639. Une des caractérisations principales, c'est que Daniel est inconscient face au danger.
Daniel est jusqu'au boutiste. Il est inconscient et n'a la tête que pour l'archéologie, la découverte d'autres peuples. Et il fonce constamment tête baissée malgré les risques. Ce qui est surprenant, c'est que Teal'c, alors qu'il est au cœur même de l'intrigue, n'est pas caractérisé au début de l'épisode. Ou alors, c'est bel et bien fait exprès. En effet, Teal'c n'est pas un bavard. C'est avant tout un soldat qui suit les ordres et surtout ses convictions jusqu'à la mort. Teal'c est clairement le personnage qui a le moins de dialogue dans les premières saisons. Oh oui. Alors, pourquoi pas de caractérisation? Car c'est peut-être ce qui le définit le mieux. Après cette courte introduction, nous nous réveillons avec O'Neill dans la cafétéria une dizaine d'heures avant, au début de cette boucle temporelle. Pour les plus fans d'entre vous, la question est pourquoi choisir cet épisode et pas un épisode qui a plus l'âme de Stargate avec des vaisseaux spatiaux, des batailles? Justement, j'ai choisi cet épisode car il est plus léger, plus drôle, sans perdre de vue tout ce qui fait Stargate. Alors entendez-moi bien, dans Stargate il y a toujours de l'humour, majoritairement par le biais d'O'Neill, même dans les moments les plus dramatiques. Qui êtes-vous? Non, vous d'abord. Alors vous prétendez ne pas me connaître? Ben non. Oh, ne vous vexez surtout pas pour ça, je suis sûr que vous êtes très connu comme Goa'uld. Je suis Baal. C'est un nom, ça? Non? Baal? Bon, ça n'a pas dû être facile à l'école, hein. On vous appelait basket ou hand? Vous ne vous rendez pas compte de ce que va vous coûter votre impudence. Désolé, je ne vois pas ce que vous voulez dire. Non, sérieusement. Ça veut dire quoi, ça, impudence? Mais là, l'épisode tourne réellement autour de l'humour. Dans les premières phases de production, l'épisode devait être beaucoup plus sombre. Je sais ce que vous ressentez. Sûrement pas. J'ai perdu mon fils. Je sais. Mais finalement, les scénaristes ont opté pour un épisode humoristique, ce qui est très rare pour la série. Épisode inspiré du film Un jour sans fin réalisé par Harold Ramis, sorti en 1993. Film qui lui aussi est une comédie autour d'un jour qui se répète indéfiniment. D'ailleurs, Stargate ne se cache pas de cette référence et lui fait directement un clin d'œil. Pourquoi? Pour pouvoir être le roi d'un jour? Dans cet épisode, on est dans la comédie. Est-ce qu'on ne se trouvait pas ailleurs? Où ça? Sur une planète. Quand? À l'instant. Non. C'est sûr? Oui. Tourné bien entendu sur la science-fiction. On retrouve donc de l'humour de situation. Mais s'il n'y avait que moi, je serais d'accord. Mais vous oubliez Teal'c. C'est vrai, est-ce qu'il a une tête d'illuminé? Mauvais exemple. Plutôt subtil, mais spécialité de O'Neill. Vous connaissez des archéologues qui ont une arme? Oui, moi. Mauvais exemple. Mais aussi des transitions visuelles humoristiques. Bon, en tout cas, je ne sais pas pourquoi vous ne vous souvenez pas de ça, mais je sais quand même une chose. Il n'est pas utile que le docteur Frazier nous examine à nouveau. Une dernière fois, qu'y a-t-il dans mes yeux qui peut expliquer ce qui nous arrive? Ils sont vraiment allés très loin dans cet épisode. Dingue, cinglé, marteau, ne plus être en possession de toutes ses facultés, devenir peu à peu totalement maboule. Barjot! L'épisode est aussi un petit bijou pour les fans, car elle confirme de nombreuses théories. Par exemple, ce passage. Ah, excuse-moi, Georges. Colonel, que faites-vous sans uniforme? Je te donne ma lettre de démission. De démission? Pourquoi? Parce que j'ai envie de faire... Qu'est-ce qui vous fait sourire? Rien. Une relation entre O'Neill et Carter est au centre des théories de fans depuis le début de la série. Et cette saison 4 est sûrement la saison avec le plus d'indices. À la fois avec cet épisode, mais aussi dans un autre où ils échouent tous deux au détecteur de mensonges, car ils ont plus de sentiments qu'ils osent se l'avouer. L'appareil pense que nous avons de faux souvenirs, mais ce n'est pas ça du tout. Nous mentions. Moi, j'ai menti? D'accord. Vous avez omis quelque chose. Non, désolé. Mon colonel, quand vous avez refusé de me laisser, êtes-vous sûr qu'il n'y avait pas autre chose que vous refusez d'admettre? De quoi me parlez-vous exactement?
Quelque chose que ni l'un ni l'autre ne pouvons admettre étant donné nos relations de travail et nos grades respectifs. Oh. Oui, enfin... Mon colonel, nous n'avons pas dit toute la vérité. Et c'est pour ça que l'appareil pense que nos souvenirs sont faux. Vraiment? Refaites-lui le test. Vous ne pouviez pas la sauver. Non. Mais vous pouviez néanmoins vous sauver, vous. Sans doute. Mon colonel! Je sais! Mon colonel, allez-vous-en! Non! Que ressentiez-vous? Comme si quelqu'un allait sans doute mourir. Je ne suis pas parti. Parce que je préférais mourir plutôt que de perdre Carter. Pourquoi? Parce que je tiens à elle. Beaucoup plus que je ne suis censé le faire. Ce qui est intéressant avec ce passage, c'est que O'Neill, avant d'embrasser Carter, démissionne de l'armée. Cela veut dire deux choses. La première, c'est qu'étant tous les deux dans l'armée, d'autant plus dans la même unité, ils ne peuvent pas avoir de relation. Il faut donc qu'un des deux quitte l'armée pour pouvoir vivre une idylle. Mais il faut creuser plus loin pour que ça soit intéressant. Après la réflexion de Daniel à Jack... Mais réfléchissez, c'est vrai, si vous savez à l'avance que tout va toujours redevenir comme c'était avant, alors... vous pourriez faire n'importe quoi. Pendant aussi longtemps que vous le voudriez, sans avoir à vous préoccuper des conséquences. O'Neill décide de prendre Une petite boucle de repos. Et dans ces boucles, il s'amuse, profitant que ses actes n'aient pas de conséquences. Colonel O'Neill, à quoi est-ce que vous jouez? On ne m'interrompt pas en plein milieu de mon swing! Alors voici la question. Pourquoi démissionner de l'armée avant d'embrasser Carter? Est-ce le moyen de vivre une fois un de ses souhaits les plus forts? Est-ce un respect très fort des conventions militaires? Une barrière de respect de la hiérarchie infranchissable pour lui? Sur ce point, je pense que son accoutrement et comment il parle à George Hammond nous donnent des indices sur ce respect des conventions militaires. C'est une question qui restera sans réponse pour le moment, que de simples spéculations. Mais ça permet d'apprendre beaucoup sur le personnage de O'Neill. L'épisode L'histoire sans fin de Stargate SG-1 est un petit bijou, car il offre une pause humoristique aux aventures de SG-1. Alors à vous tous, prenez toutes vos journées de congé, car Stargate SG-1, c'est 10 saisons pour 214 épisodes de 42 minutes et 2 téléfilms. Je sais, il faut la motivation pour se lancer dans une série aussi longue. Mais si vous êtes un fan de la science-fiction, c'est un passage obligatoire et vous ne le regretterez pas. Les meilleurs épisodes des séries, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas, en attendant les prochains opus, de me laisser des idées de séries, d'épisodes en commentaire et de partager la vidéo. Vous pouvez nous suivre sur Facebook pour être au courant de toutes les actualités de la chaîne. À bientôt sur les internets.